Sonia Rivet, Suzy Larrivée, coprésidente de la journée SIG Université Laval, merci pour ce mot de bienvenue. Ce survol également de ce qui s'en vient. Donc, quand je te disais tout à l'heure qu'on allait avoir une belle après-midi, ben, je pense que c'est le cas. Et évidemment, on va la commencer d'entrée de jeu avec la conférence « Comment donner vie à vos données géospatiales » par Naël Chiab. Monsieur Chiab est premier réalisateur données, visualisation et projets interactifs à CBC Radio-Canada. Il enseigne également le journalisme de données à l'Université Laval. Son travail se distingue par ses magnifiques visualisations de données interactives qui vulgarisent des enjeux de données complexes. Alors, comment fait-il? Eh bien, on va plonger là-dedans en sa compagnie. Alors, Naël Chiab, à vous la parole. Bonjour à tous. Je suis un petit peu petit. Ok, hop là. Très content d'être parmi vous. Voilà, voilà. Je vais me connecter à Internet. On est parti. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. J'étais vraiment flatté de la recevoir et je suis très très content d'être parmi vous. Ça me donne l'occasion de travailler à distance de la région de Québec. Je viens de Montréal, alors ça fait un petit vent de changement. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous parler, décortiquer un petit peu avec vous les différents projets cartographiques que j'ai publiés pour CBC Radio-Canada. Donc j'ai deux gros mandats dans mon travail, faire du journalisme de données, mais également essayer de trouver une manière innovante de présenter l'information et en particulier les données. Alors là, je vais me concentrer sur les projets géospatiaux, mais on fait plein de choses bien intéressantes aussi. Juste pour cadrer un petit peu la conversation, moi ce que j'entends par journalisme de données, qu'on appelle de plus en plus journalisme computationnel, parce que finalement les données viennent avec l'ordinateur, mais c'est surtout la maîtrise des outils informatiques qui est importante. Il y a trois grands axes dans ce que j'entends par journalisme de données. D'abord, avoir une démarche journalistique. Je suis un journaliste avant tout. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est de trouver des questions d'intérêt public importantes pour notre société, et bien sûr d'essayer de trouver les réponses à ces questions-là. Le deuxième aspect qui me distingue et qui distingue les journalistes de données, c'est qu'au lieu d'avoir une approche qualitative, comme le journalisme traditionnel, on a plutôt une approche quantitative. Pour répondre à notre question d'intérêt public, on va essayer de trouver des indicateurs qui sont des chiffres, qui sont calculables, et qu'on va pouvoir calculer à partir de nos données. Et le troisième aspect important dans ma pratique, c'est la maîtrise des langages de programmation. Vous pouvez être journaliste de données, bien sûr, sans faire de code. Il y a toutes sortes d'outils qui existent, Google Sheets, Excel, Tableau, Power BI. Mais je trouve que les langages de programmation permettent vraiment d'avoir une flexibilité dans la manipulation, dans l'analyse et dans la représentation visuelle des données qui permet d'avoir des projets qui se distinguent. Tout au long de cette présentation, le flot d'idées que je vais suivre au travers des différents exemples que je vais vous montrer vont suivre trois grandes règles. Ces trois grandes règles que je suis dans mes projets, qu'on suit avec mon équipe, pour faire des projets qu'on juge finalement intéressants. Les trois règles d'or de la vulgarisation de données. Et je dis bien vulgarisation plutôt que visualisation, parce que finalement l'objectif principal comme journaliste, c'est de vulgariser l'information, puis la visualisation est juste une des méthodes utilisées pour le faire. Et la première règle, c'est une règle qui est difficile à entendre, mais il faut que quelqu'un vous le dise, vos données sont ennuyantes. Je suis vraiment désolé, mais si vous publiez des données, peu de chances que beaucoup de gens aillent les lire. Moi, en tout cas, si je présente des données à ma rédactrice en chef, elle va trouver ça incroyablement plate. Et c'est là où il faut vraiment réfléchir à des manières de raconter une histoire. Et dans cette histoire, les données doivent être les héroïnes. C'est vraiment ça l'objectif. Vous allez voir, je vais vous montrer des exemples concrets dans un instant. La deuxième règle d'or, c'est que les données non agrégées méritent beaucoup plus d'amour. Très souvent, quand on lit une publication, on va avoir un résultat qui est en fait des données agrégées, des bar charts de peu importe quelle sorte, un graphique en ligne, etc. Ce sont des données agrégées, mais les données non agrégées, c'est une richesse incroyable. Et de pouvoir les montrer à votre public et de leur donner vie aussi, c'est très important pour séduire le lecteur. Et ça permet, entre autres, en journalisme, de faire de la personnalisation de l'information. Quand vous avez vos données brutes, vous êtes capable de dire, par exemple, quelle est la température dans le quartier du lecteur, quand vous faites un projet sur les îlots de chaleur. Bon, je viens de vendre un des sujets que je vais vous montrer aujourd'hui. La troisième règle, c'est que le premier jet est toujours laid et compliqué.
Il faut, itération après itération, simplifier le projet. C'est quelque chose qui est généralement difficile à faire quand vous avez fait l'analyse, parce que vous avez tellement de choses à dire. Mais vous devez vraiment réfléchir à quel est le message clé, et pour chaque message, un visuel. Essayez pas d'en dire trop d'un coup, vous allez perdre le lecteur. C'est une de nos règles en journalisme qui dirige vraiment notre travail. Et donc, au fil des différents projets que je vais vous montrer, je vais aborder ces trois grandes règles-là. Je vais sortir de la présentation parce que ce sont des projets interactifs. Quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que ma spécialité, ce sont les projets interactifs numériques. Donc tout ce qu'on publie est évidemment disponible sur le web. Ce sont des formats... juste à 49 mètres. Donc ce sont des formats qu'on conçoit pour le web, tant pour la lecture sur un grand écran, donc un ordinateur, ou un tout petit écran, comme un téléphone portable, un téléphone cellulaire. Alors j'ai pris ce premier projet parce que finalement, Sonia, je pense que tu le trouvais très beau, puis tu l'as mis sur l'affiche, alors je me suis dit, bon, je vais commencer par lui. Et ça va vous donner une bonne petite idée de qu'est-ce qu'on fait en journalisme avec des données géospatiales. Pour la petite histoire, ce projet-là, Vol intérieur, quand les provinces s'infectent les unes les autres, c'est un projet que j'ai publié lors de l'été 2021. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant la pandémie, en particulier pendant la période des fêtes de fin 2020, début 2021, il y avait beaucoup de conversations sur soit les Canadiens qui partaient faire la fête à l'étranger et qui revenaient avec la Covid, soit les touristes étrangers ou les immigrants étrangers qui arrivaient au pays et on avait vraiment peur qu'ils apportent le virus avec eux. Alors je me suis dit, il y a plein de données qui existent là-dessus, je pourrais prendre toutes les données sur les vols ayant atterri au Canada pendant 2 ans. Donc 1 an avant la pandémie, pour avoir une baseline, puis une référence, puis ensuite les vols ayant atterri pendant la pandémie. Et quand j'ai commencé à faire mon analyse, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui était vraiment intéressant, c'était les vols intérieurs. Parce qu'il n'y avait à ce moment-là aucune restriction. Vous pouviez prendre un avion sans faire de test. On prenait votre température dans certains grands aéroports, mais Santé Canada avait déjà dit que ça ne servait à rien pour savoir si vous aviez la Covid ou pas. Et j'ai complètement changé ma question de recherche. Au lieu de travailler sur les vols internationaux, j'ai travaillé sur les vols intérieurs. Et vous avez ici un exemple d'une visualisation de données interactive. C'est un globe terrestre. Les trajectoires, les fils, les lignes jaunes que vous voyez, c'est le point de départ et le point d'arrivée d'au moins un avion. Et les particules jaunes que vous voyez, c'est un avion en moyenne par semaine sur cette trajectoire-là. Donc ça, c'est un exemple de visualisation de données interactive faite pour le web. L'utilisateur, en cliquant, peut interagir avec et qui est animé. Donc à la base, c'était 3,6 millions de vols. Si j'avais publié ça, ça aurait été plat. Ici, les données sont les héroïnes. On montre les données légèrement désagrégées, presque les données désagrégées, mais elles sont agrégées en moyenne par semaine. Et pour ce qui est de la simplification, la technique utilisée ici, c'est ce qu'on appelle du scroll-detailing, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'utilisateur défile dans le projet, on découpe l'information étape par étape pour lui expliquer finalement quelque chose d'un petit peu complexe. Mais petit morceau par petit morceau. Quand je vous disais qu'on travaille beaucoup également pour le numérique, pour les téléphones cellulaires, la moitié du trafic maintenant pour les sites d'information vient de téléphones cellulaires. Alors évidemment, tous les projets fonctionnent à la perfection aussi pour un écran étroit et au niveau de la performance aussi. On fait bien attention à ce qu'on réalise. Ok, je recharge, on va en plein écran et je vais aller un petit peu plus en détail dans ce projet-là. Donc comme je vous le disais, c'est du scroll-detailing, on prend l'utilisateur par la main. Ici, vous avez une petite légende à noter qui explique à l'utilisateur qu'est-ce qu'il va voir, qu'est-ce qu'il voit en ce moment dans la visualisation, une petite indication pour lui dire qu'il peut interagir avec le globe. Et la première chose que je lui montre, eh bien, c'est les vols internationaux, les vols qui ont décollé à l'extérieur du pays et qui atterrissent à l'intérieur du pays. Et en fait, c'est juste un avion sur 7. La majorité des vols qui atterrissent au Canada ont décollé du Canada, au moment de publier l'article, bien sûr.
Donc la vaste majorité des vols sont intérieurs. Et pendant qu'on discute pendant des semaines et des semaines si on devrait empêcher des étrangers d'entrer au pays, ben en fait, on a pas mal d'autres enjeux. Évidemment, bon, il y a toutes sortes d'informations ici, pas juste géospatiales. Je vais passer un petit peu, mais je vois des gens intéressés et curieux. À gauche, c'est le départ des vols. À droite, c'est l'arrivée. Donc si vous prenez Toronto, vous voyez combien de vols en avril 2021 ont décollé de Toronto. Et à droite, vous voyez les principales destinations. Mais le gros bout de cette analyse, c'était de parler de la troisième vague qui a frappé le Canada en avril. Et l'intérêt vraiment de ce reportage-là, c'était aussi de parler de cas spécifiques, notamment de différentes provinces qui, en avril et en mars 2021, ont connu une flambée de cas, notamment en Alberta. Et ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu croiser ces données de nombre de cas déclarés par jour avec le nombre de vols qui partaient de ces provinces-là et qui potentiellement affectaient d'autres provinces. Au même moment, il y a un chercheur à l'Université de la Colombie-Britannique qui était en train de publier un article montrant que de la contamination interprovinciale existait à partir d'analyses génétiques de souches virales. Donc ce reportage-là parle de ça également. Et là, on peut aller vraiment en détail, parler de différentes villes et du nombre de cas qui étaient déclarés à ce moment-là. Ça, c'est un type de projet. Évidemment, quand on publie ce genre de projet-là, il y a beaucoup d'analyses. Et à la fin de mes projets, vous allez toujours retrouver l'analyse détaillée. Ça, c'est un notebook R avec l'intégralité de l'analyse, comment j'ai fait pour finalement en arriver à ces conclusions, et aussi quelles données j'ai utilisées, comment je les ai traitées. J'aime beaucoup R pour l'analyse géospatiale, ou Python, mais maintenant de plus en plus JavaScript, je dois avouer. Donc vous avez tout le détail qui est disponible. En journalisme, on dit que sans transparence, il n'y a pas de confiance. Alors évidemment, si les gens ne me croient pas comme journaliste, je ne sers à rien. Donc j'essaie toujours de faire la démonstration de « Hey, je ne suis pas en train de vous raconter des salades ». Il y a vraiment des chiffres et des données. Et par ailleurs, si vous voulez refaire la même analyse ou vérifier ce que j'ai publié, libre à vous, tout est là. S'il vous plaît, dites-le moi si j'ai fait une erreur. Donc ça, c'était un premier projet dont je voulais vous parler. Il y a également celui-ci, qui, je pense, va vous intéresser, qu'on a publié cet été. Voici qui vit dans les pires îlots de chaleur de votre ville. De plus en plus, en journalisme, on s'intéresse aux images satellites et à toutes les données qu'elles contiennent et les différentes analyses qu'on peut faire dans une perspective journalistique pour répondre à des questions d'intérêt public. Dans ce projet-là, avec mon ancienne collègue Isabelle Bouchard, qui travaille maintenant pour une start-up en intelligence artificielle, on a décidé d'analyser des images satellites pour identifier les zones les plus chaudes des grandes métropoles canadiennes. Voici les différentes métropoles. Chaque point ici représente en moyenne 700 personnes, si je me rappelle bien, et ce sont les aires de diffusion du recensement canadien. Et ce qu'on a fait, c'est qu'à partir d'images satellites, on a pu calculer, estimer la température de surface terrestre, et chaque point, la couleur des points représente la température moyenne de cette température-là. Et à partir de ce moment-là, ici on a Montréal, mais on a fait l'exercice pour une dizaine ou quinzaine de métropoles canadiennes. On peut prendre Toronto. Encore une fois, vous voyez la technique du scrollytelling, étape par étape. La carte de texte réfère à la légende. On n'a pas besoin d'ajouter une légende. En plus, quelque part dans le graphique, le texte peut servir à ça. On simplifie au maximum le nombre d'éléments dans la page. On présente un petit bout d'information à chaque fois. Donc là, ce qu'on voit, c'est les différents points se sont regroupés en déciles, du plus chaud, des zones les plus chaudes aux zones les plus fraîches. Quand je dis donner vie à vos données, quelque chose qu'on essaie de faire beaucoup, c'est ça, c'est de montrer les données brutes, mais d'animer les données brutes pour que l'utilisateur comprenne qu'est-ce qui se passe avec ces données à chaque étape. C'est quoi le lien entre la première scène et la deuxième? Puis en fait, le mouvement des données vous permet de comprendre ça. Ok, ce sont les mêmes points qui sont mis en catégories. Ces catégories-là, on vous les explique, ce sont des déciles. Et à partir de ce moment-là, on peut croiser les données
avec celle du recensement. Est-ce que c'est trop petit? Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien, okay. On peut croiser les données avec le recensement, notamment le revenu médian, et se rendre compte qu'il y a, en fait, plus une zone est chaude, ici, plus le revenu médian des gens est faible, et plus les zones sont fraîches, plus le revenu médian est élevé. On voit cette tendance en particulier dans les villes de 300 000 habitants et plus. Donc là, on a pris le revenu, on a testé les corrélations avec plein de variables du recensement, toutes celles qui étaient disponibles à peu près, et on s'est rendu compte que le revenu et la proportion d'immigrants dans les quartiers étaient les deux corrélations les plus fortes. Donc plus un quartier a une forte proportion d'immigrants, plus la température du quartier est chaude et inversement. Et finalement, tout ça est évidemment corrélé avec la quantité de végétation dans le quartier. Les quartiers aisés ont beaucoup de végétation, ce qui fait en sorte que leur température de surface est basse, alors que les quartiers plus denses, avec des revenus généralement plus faibles pour les résidents, ont beaucoup moins de végétation, et ça fait augmenter la température du quartier. Donc un autre sujet quand même compliqué, mais découpé en 4-5 étapes de scrollytelling, et visuellement avec finalement pas beaucoup d'éléments visuels, mais qui permettent de passer de l'information géospatiale avec les cartes vers petit à petit l'analyse. À n'importe quel moment, vous pouviez aussi changer de ville, donc si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir. Et quand je vous parlais également que les données non agrégées méritent plus d'amour, et que ça permet de faire de la personnalisation de l'information en journalisme. Ici, on a une petite composante où on pouvait taper son code postal. Ici, je mets mon quartier, Verdun, à Montréal, meilleur quartier de Montréal. Et ce que ça vous permettait de faire ensuite, c'est vous donner les 3 premiers caractères de votre code postal. Nous, on a fait un joint spatial pour savoir les zones du recensement. En fait, on avait les données du recensement par FSA, par Forward Sortation Areas, je ne me rappelle pas du mot en français, je suis désolé. Pour pouvoir faire ce lien-là, on a tout recalculé en fonction de ces régions géographiques, et donc ça permettait à l'utilisateur de savoir où est-ce qu'il se situe. Donc ici, par exemple, on voit que Verdun est à peu près au milieu en termes de température. Il y a un petit peu plus de végétation que dans les autres quartiers de la région métropolitaine montréalaise. En revanche, le revenu médian est plus bas et il y a beaucoup plus d'immigrants. Donc, vos données brutes, c'est une richesse incroyable, et de présenter uniquement des données agrégées, souvent c'est dommage. La personnalisation d'informations, c'est quelque chose qui marche très très bien. On surveille différents petits comportements d'utilisateurs sur ce genre de projet-là, et ici, ça a été incroyablement utilisé. Évidemment, on le savait un petit peu, donc on l'a mis très tôt dans le projet, mais ça a vraiment très très bien marché. Les gens adorent l'idée de pouvoir se comparer et avoir de l'information spécifiquement pour eux. Et dans le cadre de données géospatiales, parfois c'est un peu compliqué avec une carte de se retrouver exactement. L'utilisateur est obligé de se déplacer lui-même pour trouver l'endroit pertinent pour lui. Alors si on peut trouver un petit raccourci comme un code postal, ça peut faire des petits miracles. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce projet-là. C'était une série de plusieurs projets. Ça, c'était le projet vraiment qui était data-driven, mais ensuite il y a plein de sortes de témoignages de gens qui vivent dans ces quartiers extrêmement chauds. Et encore une fois, vous avez toute la méthodologie détaillée. Au lieu d'un notebook R, cette fois-ci, c'est une page en JavaScript, parce qu'on a fait beaucoup de calculs en Node.js, qui est le JavaScript côté serveur, simplement parce qu'on voulait avoir une page de méthodologie interactive pour nous guider. Puis cette page de méthodologie, elle n'est pas seulement destinée au lecteur une fois publication. En fait, quand moi je travaille dans cette page-là, et au fur et à mesure que je parle à des experts, peut-être vous un jour, pour un projet, en fait, je partage cette page avec les experts pour être sûr que je ne fais pas n'importe quoi, parce que c'est vous, les experts en analyse géospatiale. Moi, je peux me débrouiller, mais j'ai quand même besoin de votre soutien quand je travaille sur ce genre de projet. Et ici, vous allez avoir vraiment le détail complet de comment on a fait, quelle formule on a utilisée pour estimer la température de surface à partir du rayonnement infrarouge des images satellites, les différentes données brutes. Il a aussi fallu qu'on filtre certains pixels des images satellites, parce que ce qui nous intéressait, c'était où les gens vivent. Puis dans la région métropolitaine de Montréal, bon, il y a de la forêt, il y a des bois, il y a énormément de champs, donc on a exclu beaucoup de pixels pour se concentrer sur quelque chose qui a un sens finalement par rapport à notre analyse.
et vous avez accès aussi à toutes les variables du recensement, et vous pouvez même aller voir vous-même les corrélations. Vous avez accès à plein de variables ici, si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. On a mis ça aussi au cas où d'autres collègues journalistes seraient intéressés puis aimeraient faire des suivis, des reportages de suivi sur ces questions-là. Un autre projet géospatial qu'on a publié récemment avec ma collègue Isabelle, encore une fois, on s'intéressait beaucoup à la question de l'étalement urbain. Et peut-être que vous l'avez remarqué déjà, mais dans les projets qu'on publie, ce sont des projets pan-canadiens, donc c'est important pour nous d'avoir des données, en particulier pour les grandes régions métropolitaines. Et ce n'est pas toujours évident de trouver des données standardisées entre provinces, encore moins entre municipalités. Donc, une grosse partie de notre travail, en fait, c'est d'essayer d'obtenir ces données-là, et si elles n'existent pas, trouver une manière de les créer. Et quand on a commencé à s'intéresser à l'étalement urbain, on s'est rendu compte que ce n'était pas si facile d'avoir des informations à jour. Alors on a décidé d'utiliser encore une fois des images satellites. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné un algorithme à reconnaître les pixels urbanisés sur les images satellites. En utilisant des données du début des années 2000, on avait notre référence, c'est ce que vous voyez en jaune sur la carte ici. Et en redemandant à notre algorithme de classifier les pixels en 2021, on était capable d'avoir la différence entre les deux périodes et donc de déterminer l'étalement urbain pour toutes les grandes métropoles au Canada avec une seule méthodologie. Et ça a donné ce projet-là. J'aime beaucoup mettre mes visualisations au début, mais on ne sait pas exactement c'est quoi. C'est comme une dimension un petit peu plus artistique. Vous défilez, puis là, ah ok, c'était une carte en fait. Donc c'est une carte de Montréal ici, avec toujours la même technique. Bon, ici, on proposait à l'utilisateur de choisir différentes métropoles. Mais petit bout par petit bout, on vous explique qu'est-ce qui se passe. En jaune, ce sont les régions urbanisées en 2001. Puis c'est toujours interactif aussi, hein, évidemment. Puis en mauve, vous avez les zones nouvellement urbanisées, les zones qui se sont urbanisées ces 20 dernières années. Et donc à partir de ces informations-là, on peut aussi croiser avec les données du recensement. Là, c'est plus les projections de croissance démographique. On voit que la population de Montréal a augmenté de 18% en 20 ans, alors que la superficie de la métropole, elle, a augmenté de 30%. Donc la densité de la ville a diminué. Et c'était le cœur du reportage, cette question de densification de nos régions métropolitaines, qui est un enjeu important dans un temps de changement climatique, de réchauffement climatique. Pour la petite histoire aussi, on a utilisé ces données géospatiales pour faire une petite simulation de si 100 personnes se rendent au travail, comment elles se rendent au travail si elles sont dans une zone nouvellement urbanisée qui est à forte densité de services. Bon, la majorité des gens en fait prennent un transport actif, mais dès qu'on passe dans une zone à densité moyenne de services, donc vous n'êtes pas capable de répondre à vos besoins principaux à pied autour de chez vous, là la majorité des gens vont se rendre au travail en voiture, et finalement, quand ce sont des zones à faible densité, autrement dit des banlieues avec des maisons unifamiliales, là la vaste majorité des gens vont se déplacer, la très vaste majorité des gens va se déplacer en voiture pour aller travailler, et en fait c'est plus de 90% des nouvelles zones urbanisées qui se sont construites ces 20 dernières années. Donc un autre exemple de projet utilisant des données géospatiales, en particulier le recensement et des images satellites. Toujours avec ces trois petites règles d'or qu'on essaye de suivre au fur et à mesure. J'ai deux autres petits projets à vous montrer avant de prendre vos questions, ou commentaires, ou critiques. Voici pourquoi Noël a été annulé. C'est un projet qu'on a fait à la fin 2020, la première année de pandémie. On voulait faire un petit projet qui faisait un petit bilan de qu'est-ce qui s'est passé, quelles régions ont été touchées. Le problème, c'est qu'on voulait faire ça pour l'ensemble du Canada. Et ce que vous voyez ici, ce sont les régions sanitaires du Canada.
Et les régions sanitaires, leur découpage dépend beaucoup de la densité de population. Donc quand mes patrons m'ont dit hey, « ce serait vraiment chouette que tu fasses une carte du Canada pour montrer un petit peu comment s'est passée la pandémie », ben, tout de suite je savais que ça allait être compliqué parce que Montréal est une petite île minuscule par rapport à l'ensemble du pays et on a d'autres régions qui sont absolument gigantesques parce que la densité de population est faible et pour dessiner une région sanitaire au Canada, il faut un certain seuil de population. Alors comment est-ce que je pouvais faire pour montrer des données là-dessus? La version traditionnelle, disons, ça aurait été de donner une couleur, d'intensité à chaque surface, à chaque région géographique, mais on n'aurait pas vu Montréal, on n'aurait pas vu Toronto. Alors j'ai décidé d'utiliser la troisième dimension. Je me suis dit, bon, il faut qu'on garde la forme de la carte, parce que c'est comme ça que les gens vont se reconnaître au pays. Si je colore ces régions-là, ça ne sert à rien, parce qu'on ne verra pas les zones les plus densément peuplées qui ont eu le plus de cas de Covid. Alors je peux utiliser un troisième axe. On a l'axe XY pour latitude-longitude, mais on a l'axe Z pour représenter les données. Tout ça est codé en JavaScript et généré directement live dans le navigateur. Et ce que vous voyez ici, c'est le nombre de cas de Covid par 100 000 habitants pour la première période de la pandémie, à ce moment-là du 11 mars au 28 juillet. Petite légende à noter pour expliquer à l'utilisateur ce qu'il voit, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, on est capable de faire des représentations intéressantes des différentes municipalités qui ont été très touchées. Et cette visualisation marche particulièrement bien quand il y a des anomalies frappantes et de grands écarts dans nos données. Ça, ce que vous voyez ici, c'est le taux par 100 000 habitants de morts dus à la Covid. Et Montréal et Laval étaient d'énormes anomalies pour la première période de la pandémie. Donc dans cette visualisation-là, d'un seul coup d'œil, vous voyez l'ensemble du pays et vous comprenez tout de suite que c'est bel et bien Montréal et Laval qui ont été les plus touchés. Je me suis amusé en mettant un petit ombrage qui grandit. Ça ne sert à rien au niveau de l'information, mais c'est plus joli, en particulier sur cette vue-là. Ça, c'est la deuxième période de la pandémie, du 29 juillet au 15 décembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais le nombre de cas a explosé dans l'ouest du pays à ce moment-là, alors qu'ils étaient relativement peu touchés au départ. Par contre, bon, là je vais aller un petit peu partout au pays, hop hop hop, je vous explique des choses super intéressantes. Voilà, voilà, on fait le tour, parce qu'il faut parler à tous les Canadiens. Par contre, le nombre de morts était relativement peu élevé quand on regarde le taux par 100 000 habitants pour cette deuxième vague. Donc ça, c'est un autre type de projet, en particulier avec des régions géographiques que je ne peux pas modifier et avec lesquelles je dois me battre pour présenter de l'information de façon concise et vulgarisée. Voilà. Et ce problème se répète à chaque élection. On me demande toujours de faire un projet pour le lendemain des élections, généralement les élections Québec, Ontario et fédérales. Et j'ai toujours le même problème, on veut voir une carte. Mais comment je fais pour montrer sur cette carte les résultats électoraux quand on a des circonscriptions minuscules à Montréal et à Toronto à cause de la densité de population et des zones gigantesques dans le reste du pays? Et en montrant cette carte-là, est-ce que vous avez vraiment une idée de qui a gagné ou pas l'élection? La réponse est non, parce qu'il y a beaucoup de circonscriptions invisibles. Alors quand on m'a, une fois de plus, demandé de faire ce projet, je me suis dit, bon, cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir, c'est un projet interactif, bien sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à l'échelle toutes les circonscriptions. Comme ça, finalement, elles vont toutes avoir la même taille, puis c'est comme ça que je vais pouvoir expliquer les résultats électoraux. Ça, c'est la composition du Parlement avant l'élection. Les libéraux avaient le plus de sièges, mais n'étaient pas majoritaires. Puis après l'élection, il ne s'est pas passé grand-chose. Ils ne sont toujours pas... Il n'y a pas eu de grand changement. Mais c'était une manière pour moi de faire la transition entre la représentation géographique des circonscriptions et finalement le résultat d'élection qu'on voulait. Puis bon,
Ce projet-là, nous, ce qu'on fait pour ce genre de projet, c'est qu'on travaille plusieurs semaines d'avance, on a notre concept prêt, le code est prêt, la seule chose qui reste à faire, à peu près la seule chose qui reste à faire, c'est de rentrer les données à la fin de la soirée électorale. On travaille toute la nuit pour écrire le texte, publier tout ça pour que ce soit prêt à 6 h du matin. Les gens se réveillent, ouvrent l'app de CBC Radio-Canada, ils appuient là-dessus. Ils ont vu un projet super cool avec des données importantes. C'est pas mal le concept. Et dans ce cas-ci, ils se rendent compte que rien n'a changé. Après, par la suite, on y allait par province en fonction du nombre de sièges au Parlement. Là, j'ai utilisé la technique un petit peu plus traditionnelle du Zoom pour expliquer différentes choses. Ici, ce qu'on voit, c'est Toronto. L'utilisateur pouvait aussi cliquer pour explorer la carte. J'aime bien ce genre de vue parce que vous avez quand même zoomé, mais vous voyez quand même tout autour, contrairement à une carte plus traditionnelle en 2 dimensions, où vous zoomez par-dessus, mais vous n'avez pas conscience de qu'est-ce qu'il y a autour. Moi, j'aime bien ce genre de petites choses-là. Puis je l'ai fait finalement pour toutes les provinces. Puisqu'on est à Québec, on va aller jusqu'à Québec. Ça, c'est l'île de Montréal, bien sûr. Il y a des petites animations aussi, bien sûr. Et ici, on a la région de la capitale nationale, lors de la dernière élection fédérale avec le fleuve et l'île d'Orléans qu'on voit. Voilà, donc un autre type de projet. Évidemment, dans ce genre de projet, il y a beaucoup moins d'analyse. Essentiellement, je regarde les résultats électoraux, qu'est-ce qui a changé par rapport à la fois précédente, ça guide mon texte. Dans ce cas-ci, à 3 h du matin, je me demandais ce que j'allais écrire. Mais c'est surtout la présentation qui compte, puis de faire en sorte que les gens se rappellent de cette expérience qu'ils ont eue sur Radio-Canada pour un sujet, CBC Radio-Canada, pour un sujet dont ils vont entendre parler sur absolument toutes les plateformes. Donc, au moins, c'est un format distinctif. Je reviens à mes 3 règles d'or qui guident vraiment notre travail et que je vais vous répéter. Vos données sont ennuyantes, je suis désolé. Essayez de raconter une histoire avec. Où elles sont les héroïnes? Faites-les se déplacer. Partez de vos données pour raconter une histoire, le message principal que vous avez. Essayez de découper ce que vous avez à dire en petits morceaux, le plus digeste possible pour vos utilisateurs. Évidemment, je sais que vous êtes surtout dans un monde académique, c'est un petit peu différent, mais ça peut toujours être utile. Règle numéro 2, vos données non agrégées méritent plus d'amour. Donnez leur vie et séduisez le lecteur avec, notamment avec la personnalisation d'informations peut-être. Dans pas mal tous les projets que je fais, j'essaye d'animer et de donner une certaine représentation physique à mes données pour faire mes visualisations. Et 3e règle, simplifier, simplifier, simplifier. Un visuel, un message, n'essayez pas d'en dire trop d'un coup, ça sert à rien, les gens ne retiendront pas l'information. Et ça, en journalisme, c'est quelque chose qu'on fait constamment. Quel est le message principal? Quel est le contexte ensuite? Et décider de notre hiérarchie d'information. On vous dit seulement une chose à la fois. S'il y a des questions, je suis tout à vous. Est-ce que vous êtes tout seul à produire ça? On va... Le micro, pardon, je suis trop enthousiaste. Bonjour, et merci pour la présentation, c'était vraiment intéressant et vraiment vos visuels sont magnifiques, c'est vraiment super impressionnant. On est loin des petites pointes de tarte, là, puis des tableaux un peu plates à lire. Pour faire tout ça, est-ce que vous avez une équipe ou vous êtes seul à produire? Alors, en ce moment, je travaille dans une équipe qui s'appelle News Labs et on est chargé des projets un petit peu, disons, spéciaux numériques. Mais ça va vraiment dépendre des projets. Tous les projets que vous avez vus ici, c'est moi qui ai fait l'analyse, parfois avec Isabelle. Et c'est moi qui ai codé les projets interactifs aussi. Mais en général, on fait ce genre de projet-là en équipe. Dans mon équipe, il y a des designers, des développeurs, back-end, front-end pour le web. Donc on s'entraide tous, mais ces projets particuliers. J'aime bien coder mes propres visualisations quand même. Ça prend combien de temps faire un projet en moyenne? Alors ces projets-là, c'est quand même des projets à moyen long terme.
Par exemple, celui sur l'intelligence artificielle qui classifie des pixels urbanisés. On a frappé énormément de murs, fait que finalement, ça a été un projet qui a duré 4-5 mois. Isabelle travaillait là-dessus, on se rencontrait une fois par semaine, pendant que moi je travaillais sur autre chose. Ok, on ajustait, jusqu'à finalement 4 mois plus tard. Ok, on a finalement quelque chose de solide qui se tient, on est capable de raconter quelque chose d'intéressant avec. Ou des projets qui se font plus rapidement, comme les cartes électorales, le dernier projet que je vous ai montré. Ça, c'est des données que je connais par cœur. Donc ça, c'est des projets qui prennent peut-être 1 ou 2 semaines de préparation. Puis après, on est capable de publier ça directement. Mais c'est comme dans n'importe quelle discipline où il faut une certaine expertise. C'est quand même le fruit d'années de travail qui font en sorte que, bon, ok, je suis plus à l'aise, je sais où je m'en vais, je sais qu'est-ce que je vais utiliser, je suis capable de le conceptualiser mentalement pour le réaliser concrètement. Mais c'est ça. Ce genre de projet, c'est des projets qui ont aussi une grosse portée et que CBC Radio-Canada met vraiment de l'avant. Donc on a plus de temps que d'autres journalistes à la télé ou à la radio pour faire ce projet-là parce que ça va être absolument partout et on veut que ce soit extrêmement distinctif. Donc il y a beaucoup de travail sur les visuels. Merci. Une dernière question. Est-ce qu'il y a un défi que vous rencontrez comme de façon récurrente dans vos projets Mon défi personnel, c'est que souvent je vais en dire trop au début de mes reportages. Fait que ça devient vite compliqué. Ça c'est les versions finales que vous voyez. Il y a beaucoup de prototypage, de choses qui marchent plus ou moins. Un gros défi aussi, c'est que quand on est dans un contexte professionnel, on est souvent sur un ordinateur avec un grand écran, parfois plusieurs écrans. Mais quand on est dans un contexte de consommation d'informations, pensez à vous, là, souvent, qu'est-ce que vous consommez le plus comme information, qu'est-ce que vous lisez le plus comme information pendant votre journée, ça va être sur votre téléphone. Et ça, c'est un très très gros défi parce que souvent, on a l'habitude de penser à des designs, à des expériences, à des prototypes qui marchent bien sur un grand écran. Vous le ramenez sur un écran plus petit, puis vous vous rendez compte qu'il y a 10 fois trop de choses et que vous devez simplifier. Donc ça, c'est un autre très très gros défi. Sinon, le très gros défi, c'est d'essayer de rester à jour dans tout ce qui se fait. C'est dur de faire du journalisme, faire de l'analyse de données, de la programmation et de la visualisation, parce que tout change. Le journalisme, pas trop, je dois avouer, mais l'analyse de données et la nature du web, les outils qu'on peut utiliser changent tout le temps. Donc, rester à jour, c'est difficile, mais en général, ce que je fais, c'est que j'ajoute un nouvel outil à chaque fois dans chaque projet, puis je bidouille avec. Je le réutilise pas malheureusement. Oui, bonjour, merci beaucoup. Ça donne un portrait rafraîchissant de ce qu'on peut faire avec des données que l'on peut aimer. Évidemment, vous êtes dans un contexte journalistique. Est-ce que vous êtes confronté des fois à un conflit entre la rigueur factuelle des données et le message éditorial que vous voulez passer? Donc, de triturer un peu la réalité pour améliorer le message par des choix de couleurs, de formes, de perspectives. C'est sûr que je vais vous répondre non. Mais, et là, je ne vous croirais pas. Mais c'est une excellente question. Et en fait, nous, c'est pour ça que dans la démarche qu'on a, et ce que j'essaye d'enseigner d'ailleurs dans mon cours à Laval, c'est de démarrer avec une question de recherche. La première chose que nous on fait, que moi je fais en tout cas, c'est d'écrire la question que je trouve la plus intéressante, d'essayer de penser à des indicateurs que je pourrais calculer, et ensuite de parler tout de suite à des experts du domaine, des professeurs, des chercheurs comme vous, qui vont pouvoir me dire « Non, ça tu n'y arriveras pas, ça fait longtemps qu'on l'essaye, impossible, ou alors « Ah, tu devrais peut-être plutôt poser ta question comme ça », ou alors « Cet indicateur serait pas mal plus intéressant parce que l'autre va être biaisé pour telle raison ». Donc on essaye de pallier cela en parlant très très tôt à des experts du domaine, et finalement l'analyse arrive assez tard. On a déjà beaucoup réfléchi, on a lu les différents articles sur la question, on sait où sont les limitations.
Et c'est important parce que sinon ma rédactrice en chef va me dire Naël, je ne suis pas sûr que je te donne un mois pour travailler là-dessus si tu n'es pas sûr de ce que tu vas avoir. La certitude étant une réponse positive ou négative à la question. Et après, ça arrive souvent qu'on ait des reportages que finalement on ne publie pas parce que la question finalement a une réponse mais qui n'est pas intéressante. Alors, ça fait partie de la nature du travail. Comme journaliste, on a l'habitude de mettre beaucoup de lignes à l'eau et d'attraper assez rarement des poissons. Donc, ça fait vraiment partie du métier. Mais je comprends ce que vous dites. Et une manière de donner confiance aux gens dans les résultats et l'histoire qui est publiée, je pense que c'est d'être complètement transparent par rapport à la méthode. Et c'est pour ça qu'il y a toute l'analyse derrière qui est publiée dans son intégralité avec toutes les données quand c'est possible. Et ça nous conduit à des préoccupations sur l'éthique des données. Oui. Merci. Mais oui, l'éthique des données, c'est sûr que parfois, je vois des reportages qui sont publiés, mais j'aimerais bien voir le code derrière, parce que j'ai de gros doutes sur ce qui a été fait, manipulé, qu'est-ce qui a été filtré ou pas. C'est facile de diriger son analyse dans une direction ou une autre pour avoir la réponse qu'on aimerait avoir. Puis les biais de confirmation, c'est quand même quelque chose qui est très répandu. En particulier chez les journalistes, je pense parfois. Mais la transparence de la méthodologie, c'est important, et parler aux experts du domaine, c'est vraiment comme ça qu'on essaye d'éviter les problèmes. Excellente question. J'ai essayé de me débrouiller avec comme je pouvais. Bonjour Naël. Salut. Je me demandais justement, tu parlais de l'accès aux données, de l'accès aux méthodologies. Est-ce qu'avec le temps se développe une communauté de pratique en journaliste de données, où vous pouvez échanger vos codes, puis ça vous facilite un petit peu la vie au fur et à mesure parce que vous savez déjà de quoi vous partez, ce qui existe. Donc, est-ce qu'il y a une communauté qui se développe? Oui, il y en a plusieurs. C'est sûr qu'il y a une communauté nord-américaine très forte et très présente, parce que bon, les gros joueurs américains, le New York Times, Washington Post, Bloomberg, ProPublica, ont tous maintenant des équipes assez conséquentes de journalistes de données, de journalistes computationnels. Il y a une grande conférence annuelle, il y a des associations qui existent, en particulier pour la visualisation de données. Il y a la DataVis Society qui a été créée il y a 3 ou 4 ans, je pense. Donc il y a énormément de communautés. Il y a une communauté aussi francophone, plus française, européenne, qui existe, à laquelle je contribue. Mais échanger du code, c'est toujours une question un peu délicate, parce qu'on reste des compétiteurs les uns avec les autres. Mais ma position personnelle là-dessus, c'est que le code en soi ne permet pas grand-chose, la programmation en soi ne permet pas grand-chose, les données en soi ne permettent pas grand-chose. C'est vraiment la démarche qui va faire la différence. C'est un petit peu comme la cuisine, même si vous avez les meilleurs ingrédients, vous n'êtes pas nécessairement capable de faire un bon plat avec. Donc on voit de plus en plus de projets en code ouvert, comme les miens, où je publie l'intégralité de mon code. CBC va bientôt avoir un compte GitHub open source pour diffuser l'intégralité de nos données et de nos analyses. C'est de plus en plus présent, mais ce n'est pas nécessairement tant pour la collaboration que pour la transparence, j'ai l'impression parfois. Mais ces communautés existent, puis honnêtement elles sont géniales. Oui. Salut, merci pour la présentation, c'était vraiment magnifique. Vous avez dit que nos données non agrégées méritent plus d'amour. Plus d'amour. Mais ça mérite aussi plus de ressources, j'imagine. Donc, c'est quoi les limites techniques pour faire afficher des données non agrégées qui méritent plus d'amour? Ça dépend beaucoup de la plateforme que vous allez utiliser pour diffuser votre message. Si vous faites de la vidéo, il n'y a pas beaucoup de limites parce que vous allez être capable de générer une représentation visuelle, par exemple avec Blender, qui est un logiciel open source et qui d'ailleurs accepte les données géospatiales, ou QGIS, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez plus. Vous allez être capable de faire des animations avec énormément de points de données, c'est juste que ça va peut-être prendre du temps à processer pour le render.
Si vous êtes sur le web, il y a plusieurs techniques que vous pouvez utiliser pour présenter un très 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 grand nombre de données. D'abord, quand on est sur le web, JavaScript, c'est le langage de programmation du web, JavaScript fonctionne avec le processeur de votre ordinateur. Les ordinateurs et les téléphones ont des cartes graphiques maintenant, de plus en plus performantes. Les jeux vidéo, par exemple, ils n'utilisent pas tant de processeurs, ils utilisent la carte graphique pour leur représentation visuelle. Et en fait, quand vous faites de la visualisation de données, de la représentation de données, vous pouvez utiliser la même technique. Au lieu d'utiliser le processeur, vous pouvez utiliser le GPU, la carte graphique, pour représenter vos données. Toutes les visualisations que vous avez vues, moi je les fais sur la carte graphique. Vous êtes capable de parler à la carte graphique en JavaScript. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a probablement beaucoup des outils que vous utilisez qui en fait le font déjà. Et là, ça devient ce qu'on appelle un autre langage de programmation qui s'appelle du WebGL, mais vous pouvez faire du WebGL à travers le JavaScript. Tout dépendamment de quel langage vous utilisez, Python ou R, certaines librairies de visualisation utilisent aussi le WebGL en fait, pour représenter beaucoup de points de données facilement. Ça, c'est une des techniques pour faire les représentations visuelles dans un navigateur. Après, il y a d'autres techniques qui, elles, demandent quand même une infrastructure plus complexe, qui est de faire tous les calculs côté serveur et d'envoyer juste le résultat final à l'utilisateur. C'est aussi une technique que moi, j'utilise pas tant parce que c'est intéressant, ça prend du temps à mettre tout ça en place, puis c'est coûteux. Alors, c'est intéressant pour des projets plus long terme. Moi, dans mes projets, je suis souvent plus ponctuel. Alors, je vois pas trop l'intérêt. Mais vous avez raison que montrer les données non agrégées, moi, je trouve ça magnifique et très intéressant. Mais c'est sûr que vous travaillez tout d'un coup avec un volume beaucoup plus important. Alors, c'est un petit défi supplémentaire qui, selon moi, en vaut la chandelle. Au moins pour personnaliser l'information. Si vous pouvez faire en sorte que l'utilisateur clique quelque part, puis choisit quelque chose dans un menu, ou tape un code postal, puis il y a de l'information relative juste pour lui, c'est déjà super en fait. Par rapport à lui présenter une grande carte et lui dire « va chez toi ». On peut prendre ce genre de raccourci pour une expérience plus meaningful, plus intéressante, je pense. Je regarde la salle pour voir s'il y a d'autres questions, interrogations, confessions. Critiques Aussi. J'étais dans le positif. Alors, il semble que tout le monde ait posé les questions qu'ils avaient en tête aujourd'hui, sachant qu'ils peuvent vous rejoindre par les différents éléments donc, qui sont à l'écran. Alors, il ne me reste plus, M. Chiab, à qu'à vous remercier. Et d'ailleurs, le comité organisateur de la journée SIG Université Laval aimerait vous remettre le livre « Le Québec d'une carte à l'autre », réalisé entre autres sous la direction du professeur Yves Brousseau, qui est aussi membre du comité organisateur, ainsi qu'une carte de Samuel de Champlain. Alors, merci beaucoup pour votre conférence ce midi.